Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Après le rapport de la commission d'enquête, les sénateurs ont adopté la semaine dernière à une large majorité la proposition de loi visant à mieux encadrer le recours aux consultants privés dans l'administration. Cette loi fait suite au scandale McKinsey qui avait secoué le gouvernement. Les dépenses de conseil de l'État au sens large avaient dépassé le milliard d'euros en cabinet de conseil. Pour en parler, nous sommes avec la sénatrice du Bas-Rhin, Laurence Muller-Brand. Bonjour. Bonjour. Et donc, alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'influence de ces cabinets de conseil, conseils privés sur la politique d'Emmanuel Macron et pourquoi le Sénat a lancé une commission d'enquête ? Alors, le Sénat a lancé une commission d'enquête suite à une pétition en ligne qui est une habitude au Sénat lorsqu'on a des questions qui sont posées soit par les citoyens, soit par les sénateurs. On peut ouvrir une enquête publique. Et en fait, lorsque cette enquête a été ouverte, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup d'éléments qui posaient question. Et donc, l'idée a été de créer une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête a fait son travail et les résultats sont parus, ont été publics. Suite à cela, la semaine dernière, nous avions les votes d'une loi qui permettra d'encadrer mieux les cabinets de conseil qui travailleront au sein de l'État, au sein du gouvernement. Et dans la foulée, si on peut dire presque, la rumeur et des écrits ont confirmé que le cabinet de conseil McKinsey souhaitait se retirer de la vie publique en France. Alors, pourquoi la question se pose ? Moi, j'y verrais 3 raisons. La première, c'est que l'image et la réputation du cabinet sont considérablement ternies depuis les révélations de cette commission d'enquête au Sénat. En effet, la marque McKinsey incarne en France l'ensemble des dérives associées à ces grands cabinets de conseil internationaux, tout particulièrement donc cette marque-là. Même s'il en existe d'autres, c'est quand même McKinsey qui a bénéficié le plus des contrats publics, notamment dans la crise sanitaire avec plus de 12 millions d'euros. Et puis, il y a eu les révélations de son omniprésence et son influence au cœur de l'État. Et aujourd'hui, vu les révélations, on peut imaginer que, c'est une supposition bien sûr, le marché français va être moins gras, entre guillemets, moins intéressant qu'il ne l'a été jusqu'ici. De plus, le texte de loi que nous venons d'adopter au Sénat le 18 octobre fixe un cadre réglementaire inédit. Et on espère d'ailleurs que ce cadre sera inscrit à l'Assemblée, comme l'a promis le ministre. Enfin, en 3e point, moi je dirais que McKinsey il y a des poursuites judiciaires contre ce cabinet pour des raisons fiscales. Si vous vous souvenez, je rappelle que le Sénat avait saisi la justice en janvier 2022 pour faux témoignage devant la commission d'enquête. Alors, un directeur associé du cabinet avait déclaré sous serment, je le dis très nettement, nous payons l'impôt dans les sociétés en France et l'ensemble des salaires sont dans une société de droit français qui paie ses impôts en France. Or, l'enquête du Sénat a révélé que le cabinet McKinsey n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Donc le parquet a été saisi et une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est ouverte depuis avril dernier. Donc voilà 3 raisons que je vous présente et qu'on peut imaginer les raisons pour lesquelles ce cabinet-là prendrait un petit peu de recul. De là à quitter la France, c'est peut-être un grand mot, mais prendrait quelques distances avec les marchés publics. Pour revenir sur ce rapport de Sénat et de la commission d'enquête, ce rapport décrit quand même cette influence des cabinets de conseil comme un phénomène tentaculaire au sein de l'État.
comment vous expliquez que se soit mis en place ce phénomène et qu'on est presque... Est-ce qu'on n'a pas aussi un peu forcément tardé à contrôler ce phénomène, puisque voilà, il s'est établi, alors pas en dehors de tout cadre légal, puisqu'il y avait la loi Sapin pour encadrer le métier du conseil, mais comment vous expliquez que pendant plusieurs années, on ait pu laisser faire cette pratique sans finalement trop la contrôler? Écoutez, je crois que c'est une pratique parmi tant d'autres, hein, et c'est en fait la crise sanitaire qui a mis en lumière l'intervention des consultants dans la conduite des politiques publiques. C'est que, en fait, la face immergée de l'iceberg, puisqu'au quotidien, les cabinets privés conseillent l'État sur sa stratégie, ce qu'ils ne devraient pas. Hein. Moi, ça a été l'objet de mon intervention et j'avais déposé un amendement dans ce sens. Pour moi, les cabinets de conseil devraient se limiter à des conseils de logistique opérationnelle, mais surtout pas de stratégie, puisque la stratégie devrait rester la main du politique. Sous la main du politique. Les cabinets de conseil sont comme les services internes, sont là pour donner des chiffres, des statistiques et des éléments qui vont faire que le politique ou le décideur va choisir sa stratégie. Donc, ça fait longtemps qu'il conseille l'État, mais en fait, il y a eu une augmentation depuis le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Les cabinets de conseil conseillent sur les structures informatiques surtout. Et bon, il y en a d'autres cabinets qui sont entrés dans un conseil beaucoup plus stratégique et une influence trop importante au sein des politiques publiques. Et surtout, quel est, je veux dire, ces cabinets de conseil, donc conseillent l'État alors qu'ils ne sont élus par personne, mais quelle idéologie ces cabinets défendent? Parce que forcément, ils ne sont pas neutres, ils font aussi partie de ces sphères d'influence. Donc, en quoi, si ces cabinets de conseil étaient neutres, à la limite, on pourrait dire que ça ne serait pas un problème, mais est-ce que ces cabinets défendent une idéologie en particulier? Alors, on peut se poser la question, en effet. Il y a des idéologies certainement qui sont liées à des financements, hein, des finances, à une vision aussi du monde plutôt, je dirais, mondialiste. Regardez le cas McKinsey, on assiste à des stratégies du copier-coller, c'est ce que j'ai exprimé lors de mon intervention, puisque on a bien constaté que, en fait, le cabinet donne des feuilles de route ou un cahier des charges. C'est le même pour le monde entier, hein, puisqu'on a remarqué que beaucoup de pays, les pays occidentaux, les pays qui peuvent les payer déjà, hein, ont appliqué les mêmes règles, les mêmes contraintes lors de la gestion de la crise sanitaire. Et c'est ce qui a aussi, en fait, un peu rassuré, entre guillemets, les gens, puisque les gens se disaient, mais oui, mais ce n'est pas qu'en France, on applique ça partout. D'ailleurs, le gouvernement s'en servait en montrant des images de pays où les mêmes décisions étaient prises. Et pour répondre, certainement, on l'entend, hein, à des idéologies des idéologies qui abordent la démocratie d'une façon bizarre, aussi peut-être tester la capacité de résilience des populations. Et puis, il y a certainement, il y a évidemment une stratégie d'enrichissement, hein. Ce sont des millions et des millions d'euros qui sont dépensés pour ces cabinets de conseil et qui rapportent beaucoup. Donc une orientation vers quand même la finance et la mondialisation. Et en plus de ce problème idéologique,
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, vous avez commencé à l'évoquer, de souveraineté, puisque ces cabinets de conseil, McKinsey en particulier, sont des cabinets américains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous avez dans votre proposition de loi, la volonté de mieux protéger les données de l'administration? Alors est-ce que ça veut dire que depuis le recours de l'État au cabinet, il y a déjà eu des transferts de données qui peuvent poser problème pour la souveraineté nationale? Alors, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer, mais en tout cas, dans les décisions elles-mêmes, elles posent problème pour la souveraineté nationale, c'est certain. Pendant la crise sanitaire, il y a au moins 68 commandes qui ont été passées pour un montant de 41 millions d'euros. Et les données recueillies, on n'a pas de pare-feu, on ne sait pas où elles vont. Elles partent, de toute façon, ce sont pour la majorité quand même des cabinets américains. Donc les données, il n'y a aucune garantie qu'elles ne soient pas divulguées. Et bien sûr, c'est bien à la politique, c'est bien au gouvernement de prendre des décisions, de garder sa souveraineté, c'est ce que j'ai demandé. Il faut du courage. Vous savez, le recours au cabinet privé, il n'y a pas que le gouvernement, il y a des grandes collectivités aussi, mais moi, dans la vie politique d'élu local, j'ai vu aussi que très souvent, c'est une facilité pour ne pas avoir à prendre la décision soi-même. On charge un cabinet, un expert, entre guillemets, extérieur, qui va pouvoir vous donner son expertise, soi-disant neutre et de personnes qualifiées, sauf qu'en vérité, le résultat de l'étude est souvent connu. Et souvent, on donne les éléments au cabinet de conseil et on exprime l'orientation, la direction dans laquelle on veut aller. Donc, allô? Oui, alors on a eu un petit problème. Ah. On n'a pas... Est-ce que vous pouvez répéter votre dernière phrase? Ah, alors attendez, il y a un léger bug avec le Zoom de Laurence Muller-Brand, on rappelle qu'elle est sénatrice du Bas-Rhin. Et qui fait partie de la commission voilà. de la proposition de loi pour mieux encadrer cette activité de cabinet de conseil. Voilà, ces cabinets de conseil qui posent vraiment véritablement beaucoup de questions, notamment sur la transparence avec laquelle ces recours au cabinet se font. Je crois qu'on a retrouvé voilà. Laurence Muller-Brand. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Eh bien, écoutez, merci. Valentin, vous avez une dernière question? Oui, tout simplement, parce qu'il rappelait aussi que les activités de conseil de ces cabinets ont auparavant été faites par les services de l'État. Alors, est-ce que vous avez pu évaluer la qualité de ces évaluations de services de l'État et est-ce que vraiment elles valaient le coup d'être remplacées par des activités de cabinet de conseil? Alors, rien n'est moins sûr. Moi, je ne l'ai pas évalué, nous ne l'avons pas évalué, mais rien n'est moins sûr. Là, il y a au sein de l'État des collaborateurs qui certainement pourraient au moins limiter. On ne demande pas aujourd'hui dans cette loi, on demande un encadrement, donc on ne demande pas de supprimer l'action et des cabinets de conseil, mais d'en limiter l'influence et de mieux encadrer, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des missions qui étaient aussi un petit peu rocambolesques, superflues ou inutiles. On voit des montants dépensés pour certaines missions qui laissent perplexe, et quand on voit un petit peu ce qui est indiqué sur les factures, c'est aussi très court. Il n'y a pas de détails, et c'est là, on ne pourra pas s'en passer. Mais nous avons au sein de nos administrations, au sein de nos institutions, des gens qui sont largement capables de répondre à ces problématiques qui sont externalisées. Et ça a été beaucoup trop, et dans des domaines régaliens, des domaines très importants pour la vie des Français, comme la santé, l'éducation, la sécurité. Et ces domaines-là ne doivent pas sortir de la sphère publique.
Eh bien, merci beaucoup Laurence Muller-Bronn. On rappelle que vous êtes sénatrice du Bas-Rhin. Bonne continuation au Sénat dans ce combat contre la trop grande influence des cabinets de conseil. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.